Entre eux, le duel a déjà commencé. François Fillon, Jean-François Copé, l'un des deux devrait devenir à l'automne le président de l'UMP. Alors en coulisses, chacun affûte ses armes. Une phrase, il n'y a plus de leader naturel à l'UMP depuis le départ de Nicolas Sarkozy. Ah bon? Jean-François Copé, secrétaire général, élu par les militants? Bien non, pas de chef, on vous dit. Pour s'imposer, François Fillon affiche l'image d'un homme courageux qui ose dire les choses. Moi, je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Il incarne la droite humaniste et compte sur le soutien de Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot et Laurent Wauquiez. L'ensemble de nos candidats attendent que jusqu'au terme de cette campagne, nous ne nous départissions pas de cette unité. J'appelle bien entendu chacun à garder un peu son calme et à ne pas avoir prématurément des issues législatives qui par ailleurs sont difficiles. Viendra ensuite le temps, bien sûr, des projets personnels pour ceux qui en ont, mais aujourd'hui, vraiment, mobilisation générale pour les seules législatives. Il peut compter sur le soutien de Brice Hortefeux, Valérie Pécresse ou François Baroin. L'hypocrisie, enfin, c'est une évidence que le départ de Nicolas Sarkozy laisse l'UMP sans leader naturel. J'entends parler de guerre ce matin, de guerre de chef. Il n'y a pas de guerre, d'ailleurs c'est jamais mon vocabulaire. La campagne législative est menée de manière collective. Nous l'avons décidé ensemble. Et si on a décidé de mener cette campagne de façon collective, c'est bien parce que il y a un vide créé par le départ de Nicolas Sarkozy. Vous ne trouvez pas que c'est quand même un petit peu ingrat vis-à-vis de Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy l'a fait ce qu'il est aujourd'hui, François Fillon. Donc je trouve qu'il l'a enterré un peu trop vite, quoi. Enfin, moi je trouve pas ça très chic. Comment? Écoutez, moi j'ai toujours été le garant de la liberté d'expression de chacun dans le cadre du travail que nous faisons ensemble. Vous ne vous sentez pas agressé? Non seulement, je ne crois pas que ce soit à moi que cela s'adresse, mais surtout... Quand on dit hypocrite... Enfin, écoutez, chacun ses mots. Qui est le chef de l'opposition ce matin? Écoutez, c'est collégial, on l'a dit depuis le début, je l'ai proposé. On aurait toujours eu, évidemment, des gens pour revendiquer des plumes sur leur chapeau, c'est pas mon genre. J'ai trouvé que c'était pas très élégant de la part de François Fillon de faire ce type de déclaration. Qui ajoute, il ne peut pas prétendre être le leader de cette formation politique sans qu'il y ait eu un débat démocratique. Ça n'a rien à voir avec la guerre, ça a à voir avec une chose qui s'appelle la démocratie. Bon, il ne faut pas prêter aux propos qui sont tenus par les uns et les autres à propos de l'avenir de la direction de l'UMP un sens qu'il ne comporte pas. Actuellement, nous sommes engagés dans la bataille des législatives. Nous voulons gagner les législatives. Ensuite, nous aurons, selon les statuts de l'UMP, à renouveler l'équipe dirigeante. Il y aura compétition, c'est vraiment pas un mystère. Je trouve que c'est très désagréable et très déloyal vis-à-vis de Jean-François Copé, qui est quand même le chef de l'UMP, qui a quand même mobilisé pour la campagne présidentielle de manière très acharnée. On ne peut pas lui dénier quand même le succès de la mobilisation militante et sympathisante, mais aussi des élus. Vous n'avez rien changé à votre style vestimentaire, je dois le dire. Vous avez gardé vos chaussettes roses, vous n'avez pas abdiqué sur Je le les rose. ai mises en pensant à vous. Écoutez, vous êtes bien aimable. Moi-même, je vous ai appelé Michel Sapin. Donc c'est Sapin. Alors vous pouvez et pas continuer Sapin. à m'écorcher. Continuez à m'écorcher. Je trouve ça manque d'élégance. Vous savez, moi j'en ai aussi fait les frais. C'est comme quand il a souhaité se présenter là où je suis élu, légitimement élu. Il a voulu se présenter. Mais vous êtes incliné, hein? Oui, mais attendez, il a abandonné la Sarthe et les Sartois. Je peux vous dire, je suis allée dans la Sarthe. Et les Sartois m'ont écrit en disant qu'ils étaient écœurés par le comportement qu'avait eu François Fillon à leur égard, parce qu'il les a absolument pas prévenus. Et il est parti comme ça pour venir se présenter là où je suis élu. Entre François Hollande et Angela Merkel, le match a duré 5 heures. 5 heures de discussion pour au final un match nul entre les deux dirigeants européens. Principal point de friction, les eurobonds, ces titres de dette mutualisés dans la zone euro. Pour l'Allemagne, la priorité, c'est d'abord une coordination économique renforcée de la zone euro. Il y a, de la part de l'Allemagne, l'idée que les eurobonds, si je veux donner la version la plus optimiste, que les eurobonds ne peuvent être qu'un point d'aboutissement. Alors que nous considérons que ça devrait être un point de départ. Pas de décision concrète pour ce sommet informel, mais sur la Grèce, menacée de quitter la zone euro, les dirigeants européens ont parlé d'une seule voix. Sur la Grèce, un texte a été adopté pour rappeler la volonté des pays membres de l'Union, pas simplement de la zone euro,
que la Grèce reste dans la zone euro. Un petit texte qui réaffirme le souhait de garder la Grèce dans la zone euro, c'est évident, c'est pas une surprise. Imaginez une seconde que les 27 disent le contraire. Immédiatement, c'est l'incertitude, super grosse tension de marché. On est déjà assez stressé comme ça. Hier, la bourse de Paris a quand même lâché plus de 2,6%. Donc là, c'est tout à fait normal. Il fallait pas dire le contraire, évidemment, même s'ils pensent le contraire, à mon avis. Il y a au premier tour des candidats du Front de gauche, du Parti socialiste. C'est la règle démocratique à gauche. Et puis il y aura un second tour. J'espère d'ailleurs que Martine Aubry n'y sera pas, mais c'est Marine Le Pen n'y sera pas, mais c'est ce que nous annoncent les sondages. Et à ce moment-là, la gauche se rassemblera pour la battre. Et on peut aller boire un café tous les deux. Moi, je pose le micro, il y a un moment professionnel et puis extra-professionnel. Que vous faites là, vous n'avez pas le droit d'appeler. Où est votre passe? Où est votre passe? Il est là, il est là, il est là. Voyons, vérifions. Ah bah tiens, regarde, c'est la seule. C'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Non, mais s'il n'y avait pas d'ambiguïté là-dedans, c'était pour parler... Bon, dites-moi, c'est important de sauver la Grèce, mais... Comme ça, et après, ça dégénère. Hein. Aux États-Unis, des plaintes en rafale ne cessent de tomber suite à l'entrée en bourse ratée de Facebook, alors que l'action est en chute libre. Depuis lundi, des investisseurs déçus par les résultats ont multiplié les plaintes contre le réseau social, mais aussi contre les banques qui ont géré sa mise sur le marché. Elles sont accusées d'avoir surestimé volontairement la valeur boursière du groupe et d'avoir communiqué des informations uniquement à certains clients privilégiés. Notre femme du jour, Gina Rinehart, c'est une Australienne de 58 ans. Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est que Gina est devenue la femme la plus riche du monde. Il faut dire qu'elle a hérité d'un empire minier dans le charbon et le fer, essentiellement, sans parler de l'un des plus gros groupes de presse anglo-saxonne, dont elle est la première actionnaire. Bref, Gina Rinehart est une femme qui pèse 22,6 milliards d'euros, précisément. On sait s'amuser, hein, dans le New Jersey, un Américain qui a enfermé un bébé dans un lave-linge pour faire une blague a eu la désagréable surprise de voir la machine se mettre en marche automatiquement, le tout sous les yeux de sa compagne en pleine corvée de lessive. Heureusement, l'enfant est indemne. Ce n'est pas intelligent, mais ce n'est pas un crime, a commenté le bureau du procureur.